Eh ben, ces trois affaires, c'était quelque chose. Je suis choquée. Vous avez vu les taches de sang? C'est horrible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le remarquer dès le début de la vidéo, nous allons réagir à de nouvelles histoires terrifiantes qui se sont passées ici au Portugal. Je n'ai pas regardé la vidéo, donc il se pourrait que ça puisse traiter des histoires que j'ai déjà entendu parler ou non, je ne sais pas. Dans tous les cas, on va découvrir ça ensemble. Je ne vais pas m'attarder plus, donc c'est parti. Le Portugal, terre de lumière, de fado et d'hospitalité. Ce petit pays, à l'extrême ouest de l'Europe, est célèbre pour ses plages dorées, ses villages pittoresques, ses ruelles pavées baignées de soleil, et surtout, pour la chaleur de ses habitants. Mais derrière cette carte postale idyllique, il existe aussi un Portugal que peu connaissent. Un Portugal où, parfois, l'ombre s'étire jusque dans les foyers, où la jalousie, la cupidité et la vengeance peuvent transformer une vie ordinaire en cauchemar. Car oui, même dans les pays les plus paisibles, le mal peut se cacher sous le masque du quotidien. Ça, c'est vrai, hein. Ici au Portugal, il y a beaucoup d'envieux, beaucoup de jalousie et même parfois par vengeance. Les incendies ici au Portugal, bien sûr, il y en a beaucoup que c'est par des causes naturelles, mais il y en a beaucoup où ce sont des feux qui sont mis. Il y a de ça un peu moins de 2 ans. Dans un café où je travaillais ici à côté de chez moi, il y a eu un incendie qui s'est déclaré à côté du café où je travaillais. Et il faut savoir que c'est un incendie provoqué. C'est triste, mais ce sont des choses qui arrivent. Et parfois, les incendies qui sont provoqués, c'est soit par jalousie, par vengeance, ça peut arriver malheureusement. Donc c'est une triste réalité. Ça a été mis parce qu'on voyait vraiment le chemin du début, on va dire, de la flamme, et qu'après, il y a tout qui s'est enflammé. Donc tout ce qui est vengeance, jalousie, etc., ça peut partir vraiment vite et très très loin. Lisbonne, 19e siècle. L'aqueduc de Águas Livres, 60 mètres de haut, une merveille d'ingénierie. Et bientôt, le théâtre de l'une des légendes les plus noires de l'histoire criminelle portugaise. Diego Alves naît autour de 1810 en Galice, une région pauvre du nord-ouest de l'Espagne. Issu d'une famille modeste, son enfance est marquée par la rudesse de la vie rurale. J'attendais de voir l'image parce que j'étais pas sûre si c'était celui dont je pensais. J'ai déjà entendu parler de Diogo Alves. Je connais pas plus de ça, cette affaire. C'est une affaire très ancienne. Je pense qu'il fait partie d'un des premiers serial killers, si je ne suis pas en erreur. À l'âge de 13 ans, il quitte sa terre natale pour s'installer à Lisbonne, sans doute poussé par l'espoir d'une vie meilleure. À son arrivée, Diogo commence par des tâches modestes, domestiques, valets, voire même cochers, pour des familles bourgeoises. Diogo plonge dans la boisson et le jeu, fréquentant les tavernes et les maisons de plaisir. Il rencontre Maria Gertrude. Elle est aubergiste, veuve et mère de 2 enfants. Connue pour sa personnalité sauvage et manipulatrice. Une attirance immédiate et perverse s'éveille. Maîtrisant l'art de la séduction, elle s'accapare très vite l'affection de Diogo, émotion qu'elle transformera en instrument de contrôle. Lui, il nourrit sa dépendance au vin, au jeu et à ses fantasmes. Et elle lui ouvre les portes du crime. On les décrit comme un couple emporté par la passion, mais arrimé à leur passion commune, le larcin. Sous son influence, Diogo passe de petits larcins à des actes plus audacieux. Super la femme qui pousse son mec à voler, à commettre des délits. Faut toujours essayer de rester dans le droit chemin. Vez va passer à la vitesse supérieure. L'aqueduc des eaux libres de Lisbonne, construit au XVIIe siècle, est une merveille architecturale. À l'époque, il permet de rejoindre le centre-ville en évitant les zones sensibles. Tous les soirs, ces individus empruntent ce même chemin sans se douter qu'un homme a choisi cet aqueduc comme cachette pour les tuer et les dépouiller. Diogo Alves dispose d'une copie de la clé de l'aqueduc. L'acquisition demeure un mystère de nos jours. Il se cache avant d'attaquer et dépouiller ses pauvres victimes. Et une fois le larcin accompli, il les balance du haut du viaduc. Situé à 65 mètres au-dessus du sol, la police, tout d'abord, à croire à une série de suicides. Entre 1836 et 1839, des dizaines de corps sont retrouvés, inanimés et au pied de l'aqueduc. Des dizaines! Après, c'est normal que pour eux, ils concluent tout ça peut-être à des suicides. Des jeunes femmes, des paysans rentrant des marchés, le nombre varie. Certaines sources parlent de jusqu'à 70 morts. Ce n'était pas un geste gratuit.
Une soixantisaine! Non mais 70, ils peuvent pas continuer à penser que c'était des suicides. Ils peuvent pas penser ça, c'est pas possible. Je savais qu'il avait tué beaucoup de monde. Mais 70. En plus, c'est des pauvres aussi qui s'attaquaient. Je suis choquée. À mesure que les corps s'amoncellent, la rumeur monte. Lisbonne découvre un lieu, jadis paisible, devenu épouvantable. Et la suspicion grandit au sein de la population. En 1838, la municipalité décide de fermer totalement l'accès à l'aqueduc aux piétons. Et pour Alves, c'est un coup dur, il perd son terrain de chasse privilégié. Mais ce que les autorités ignorent, c'est qu'en bloquant ce chemin de pierre, elle ne faisait que repousser le mal un peu plus loin. Il allait changer de méthode, il allait devenir encore plus dangereux. Après l'aqueduc, Alves ne reste pas seul. Il regroupe autour de lui une petite bande d'individus aussi perdus et violents que lui. Il passe au cambriolage organisé. Il choisit avec soin ses victimes. Des petites maisons bourgeoises, de riches commerçants, leur méthode était directe, brutale. Il s'introduisait de nuit, menaçait les occupants, les volait, et surtout lorsque la panique prenait le dessus, il les tuait. En 1839, Alves cible la résidence d'un certain docteur Pedro de Andrade, un homme respectable, médecin, vivant avec sa famille dans un quartier aisé de Lisbonne. Les choses ne se passent pas comme prévu, et en profitant de la complicité du garçon de chambre du docteur, qui les laisse pénétrer dans sa chambre, massacre, sans pitié, la mère, ses deux filles, de 17 et 19 ans, et leur frère aîné. Par chance, si on peut dire, le père de famille est absent et échappe donc à la mort. Il a massacré toute une famille. Enfin, sauf le père de famille, du coup, apparemment, mais... À force d'enquêter, la police va remonter jusqu'à Alves et son groupe. Plusieurs membres du gang sont arrêtés. Et très vite, ils désignent Alves comme le cerveau des opérations. Diogo Alves est arrêté, jugé et condamné. Il n'est pas condamné pour les meurtres de l'aqueduc, car il n'y avait pas de preuves directes. Le procès s'ouvre en 1840, dans une ville de Lisbonne saisie d'effroi. Les journaux populaires ne parlent que de ça. Alves, impassible, nie toute implication. J'ai pas rêvé, j'ai entendu une porte. J'ai peut-être rêvé. J'écoute des affaires criminelles et où j'entends des portes qui claquent. Je vais pas être rassurée, même si on est en plein jour. Piégé par ses fréquentations et victime d'un complot. Il rejette tout sur ses complices. En particulier sur Maria Gertrude, sa compagne. Le verdict tombe sans appel. Diogo Alves est reconnu coupable de 5 assassinats. 5 assassinats seulement? Et condamné à mort par pendaison. 19 février 1841, aux premières lueurs de l'aube, Diogo Alves est conduit à l'échafaud. Et la sentence sera exécutée en public. Manifeste aucun remords. Et j'ai l'impression d'entendre des portes qui claquent. J'ai 2 chiens, donc si ça aurait été mes parents, ils seraient déjà en train d'aboyer. Je vais devoir aller voir. Il ne prononce aucune parole de pardon. À 8 heures précises, la trappe s'ouvre sous ses pieds, son corps chute, il est mort. Une décision étonnante est prise, la tête de Diego Alves est décapitée. Portugal du 19e siècle, comme beaucoup d'autres pays européens à l'époque, est fasciné par une pseudo-science en vogue, la phrénologie. C'est dégoûtant, hein. Ça, je le savais justement. C'est la vraie tête de Diogo Alves. Selon cette théorie, les traits de personnalité, et en particulier les penchants criminels, seraient directement liés à la forme du crâne. Placé dans un bocal de verre, rempli de formol, son visage est figé dans une expression neutre, presque calme. Oh mon Dieu, c'est vraiment horrible, c'est dégueulasse. Voir ça comme ça. Et dire que c'est exposé, comme ça fait peur et ça fait bizarre de se dire genre c'est une vraie tête qui est là. La tête de Diego Alves demeure comme une relique étrange de la science et du crime. Nous sommes dans la nuit du 10 au 11 octobre 2016 à Aguiar de Beira. Il est environ 2h du matin lorsque 2 agents de la GNR, Carlos Caetano et Antonio Ferreira, étaient en train de patrouiller dans la zone. Ils aperçoivent une Toyota stationnée près d'un hôtel en construction. Ils décident de l'aborder par mesure de routine, contrôler l'identité du conducteur. La voiture de patrouille approche, s'engage sur le chemin de terre, contourne l'hôtel et se gare à 1 mètre. Dans la benne ouverte du pick-up, plusieurs bidons de diesel éveillent les soupçons des gardes. Ferreira s'approche de la vitre, côté conducteur, et, du bout de l'index droit, la tapote légèrement pour ne pas le surprendre. L'autre homme se réveille en sursaut. « Monsieur, ça va, pas de problème. Je suis juste là pour me reposer un moment. » On lui demande de sortir du pick-up et de présenter ses papiers et ceux du véhicule. L'homme se nomme Pedro Diaz. Pendant que Caetano contacte le commandement du GNR et recueille des informations sur la plaque d'immatriculation du pick-up et de son propriétaire, l'autre agent, et Pedro Diaz, écoute les réponses de l'autre côté. Le véhicule est signalé dans le système comme étant dans une situation suspecte, et sa propriétaire est une femme. Pedro Diaz trouve rapidement une explication
Il s'agit de sa partenaire. J'y crois pas du tout. Ça a été volé. C'est un véhicule qui a été volé, je pense. Je connais pas cette histoire. Ou du moins, elle me dit rien du tout. J'ai appelé la brigade pour en savoir plus sur lui. Pedro avait déjà eu des antécédents, notamment pour fuite en 2010 et faits violents. Il avait beaucoup à perdre si les policiers cherchaient à en savoir plus. Et à ce moment-là, un coup de chance lui est venu en aide. Un bruit, provenant des bois, a attiré l'attention des agents de la GNR. Et lorsque Ferreira a reposé les yeux sur Diaz, il avait déjà une arme pointée sur Caetano à 20 cm de sa tête. Et Diaz ne va pas hésiter, il va tirer. Le corps de Caetano s'effondre, sans vie, laissant son collègue paralysé et sans voix. Diaz le pointe de son arme et lui ordonne de déposer la sienne, et l'oblige à monter dans le pick-up de la GNR. Il lui met des menottes, et le force à conduire lui-même le véhicule de patrouille. Ferreira tente de gagner du temps et de rester en vie en jouant le jeu du prisonnier coopératif. Il revint sur les lieux du crime, et Diaz ordonna à Ferreira de charger le corps de son collègue dans le coffre de la voiture, et vont alors partir en direction de la forêt. Diaz va ordonner à Ferreira de s'attacher à un arbre, puis il va pointer son arme vers lui et tirer, puis repartir. Ferreira va survivre, mais il est seul, ensanglanté, les poignets encore partiellement menottés. Il ne sait pas si Pedro est toujours dans les environs, mais il comprend que s'il reste là, il va mourir. Il va ramper dans les bois. Il avance, parvient à atteindre une route secondaire. Et vers 5h du matin, il est retrouvé par une patrouille de la GNR. Il cherchait déjà depuis un moment, car le contact avait été rompu. Heureusement que le contact, il a été rompu. Mais c'est horrible. Tu vois ton collègue comme ça mourir. Parvient à donner des indications. Il parle de Caetano resté sur place et de l'attaque de Diaz. Virei-me. Depois tornei-me a virar quando vi já ele está com a arma apontada ao Caetano e disparou. Depois virou-se para mim. Quando eu virei-me para a frente, o Caetano estava um bocadinho mais à frente do que eu. Ele disparou sobre o Caetano e depois virou a arma para mim e disse: se eu fizesse alguma coisa que fazia ele companhia. Para pôr o Caetano dentro da bagageira, eu meti o Caetano na bagageira e depois ele algemou-me com esta mão para o carro e ele mandou-me algemar lá um pinheiro. Quando eu estava algemado, ouço um estalo e o meu corpo. Uma pessoa tenta se reagir, mas o corpo tem muita reação. Depois aí caí. Quando ele disparou, vai lá, aqui um estalo, e isso para mim já foi. Je suis choquée. C'est quand même dingue la capacité du cerveau qu'il a à se mettre en mode survie. Parce que c'est pas la première fois qu'on entend des histoires comme ça. En plus, le traumatisme qu'il doit avoir. Déjà, il a vu son coéquipier mourir et il a vu aussi sa vie défiler. C'est quand même fou comment le cerveau, il a cette capacité de se mettre en mode survie. Je me rappelle pas de cette histoire. La plus grande chasse à l'homme, lancée au Portugal depuis 25 ans, vient de commencer. Pedro Diaz fuit à pied, puis réussit à intercepter une voiture sur une route secondaire. Il tombe sur un couple, Luis et Liliane Pinto, qui se rendent au travail. Les fait sortir du véhicule. Il tue Luis Pinto d'une balle dans la tête, sur le bord de la route, et blesse grièvement Liliane d'un tir dans le cou, la laissant pour morte. Pedro récupère leur voiture et s'enfuit à nouveau. Il ne s'agit plus d'une fuite paniquée, mais d'une véritable traque de dissidence violente, où Pedro élimine toute personne qui se met en travers de son chemin. Les enquêteurs retrouvent plus tard une scène terrifiante. Le corps sans vie de Luis et la traînée de sang laissée par le corps de Liliane qui, malgré ses blessures, a réussi à ramper sur plusieurs mètres. Elle est découverte vivante, mais succombera à ses blessures une fois arrivée à l'hôpital. Elle a dû perdre trop de sang. Je veux même pas imaginer la peur que tu dois ressentir quand tu vois un mec comme ça qui débarque déjà de nulle part, qui te tire dessus, sur toi et sur ton mari. Ah, cette histoire, elle me met mal à l'aise. C'est horrible. Il change plusieurs fois de voiture et se dissimule dans les hangars ou dans les forêts. Le 16 octobre 2016, quelques jours après le meurtre tragique du couple Pinto, Pedro Diaz se retrouve dans une maison isolée. Là, il croise la route de Lydia Conceição, propriétaire des lieux. Lorsqu'elle insère la clé dans la porte, la violence éclate. Lydia est brutalement saisie au cou et traînée à l'intérieur. Il lui passe un tissu autour de la bouche, l'immobilise, tente de l'étrangler, lui frappe la tête à plusieurs reprises et la menace en lui disant que si elle parle, il reviendra la tuer, elle et sa mère. Antonio Duarte, un voisin qui s'occupait de son potager à ce moment-là, a entendu les cris et s'est précipité sur les lieux, pour finalement finir bâillonné et ligoté.
Pedro a pris la fuite dans la voiture de Antonio. On aurait dû appeler directement Génière. Moi, des trucs comme ça ne sert absolument à rien d'y aller, c'est appeler la police. En premier, tu appelles Génière et après, tu vas voir ce qui se passe. Durant toute cette période, Pedro Diaz vit dans des maisons abandonnées, parfois seul, parfois en contact sporadique avec d'hypothétiques complices. Il écrit des lettres à Sarah, sa compagne, et à ses enfants, décrivant sa situation, réclamant de l'argent et donnant des instructions pendant la cavale. Et moi, je suis désolée, à ce moment-là, tu dénonces. C'est un père de famille qui a gâché sa vie. Chaque jour, la cavale se fait plus dangereuse. Il évite des barrages, doit échapper aux hélicoptères, et vit dans une tension constante, se déplaçant parfois de nuit, parfois à l'aide de voitures volées. Le 8 décembre 2016, alors que l'homme le plus recherché du Portugal est introuvable, un coup de théâtre va clore l'un des épisodes judiciaires les plus terribles de l'histoire du Portugal. Pedro Diaz, auteur de plusieurs meurtres, séquestrations et tentatives d'homicide, fait savoir, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il est prêt à se rendre. La zone est verrouillée, des agents lourdement armés patrouillent dans la zone, Diaz sont déjà là, alertés par une fuite. Les caméras sont en place, et tout le pays retient son souffle. Il est environ 18h15 lorsqu'une voiture banalisée s'arrête devant le bâtiment. À l'intérieur, Pedro Diaz. Il ne montre aucun signe d'émotion. Cette image, celle d'un homme qui avait échappé pendant 28 jours à toute la police portugaise. 28 jours? C'est long, quand même. C'est un mois. C'est le mois de février. Cette décision n'est pas venue d'un repentir soudain. Pedro Diaz avait tout planifié. Il avait envisagé depuis plusieurs jours de se rendre, mais à ses conditions. Il voulait garantir la présence de son avocat, éviter une arrestation violente et surtout préparer sa défense médiatique. Son interrogatoire commence dès le lendemain, tente de construire sa version des éléments et minimise ses actes. Et le 5 mars 2018, après plus d'un an et demi d'instruction, s'ouvre le procès de Pedro Diaz. Au jury et au juge, il déclare que les agents de la GNR, Vous avez vu les taches de sang? C'est horrible. Carlos Caetano et Jorge Ferreira, ont été les véritables instigateurs d'un affrontement, affirmant que ce sont les policiers qui ont tiré les premiers et qu'il aurait simplement réagi, paniqué, pour protéger sa vie. En ce qui concerne les autres meurtres, vols et agressions qu'il a commis durant sa cavale, il reconnaît certains faits, mais en minimise systématiquement la gravité. Il parle de survie, de peur, de fuite. La version s'effondre très vite face aux preuves. Les armes retrouvées, les vêtements ensanglantés, les empreintes, mais surtout la déclaration des survivants. Et le 27 mars 2018, il est reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation. 2 meurtres, 3 tentatives d'homicide, séquestration, vol avec violence, port illégal d'armes, usurpation de véhicules. La peine est exemplaire, 25 ans de prison ferme, soit la peine maximale prévue par la loi portugaise. Une condamnation sans appel moral, même si sur le plan juridique, Pedro Diaz fait savoir qu'il comptera sur les recours possibles. Luis Miguel Grillo était loin d'être un sportif du dimanche, mais un homme de passion, de rigueur, et surtout d'excellence personnelle. Sa progression commence en douceur. Quelques marathons urbains, accompagnés d'un enthousiasme débordant, c'est en 2015, à l'âge de 47 ans, qu'il décide de franchir un cap. Il s'inscrit au triathlon de Lisbonne. Et en 2016, il passe à la vitesse supérieure. Il se lance dans son premier Ironman en Andalousie, soit 3,8 km de natation, 180 km à vélo et 42 km de course à pied. Puis vient le moment de son 3e Ironman en 2018, où il termine 663e sur 2300 participants. Et pour un amateur, c'est vraiment pas mal. Un homme inspirant donc, et sans histoire, qui menait sa petite vie tranquille, avec sa femme, Rosa, avec qui il était marié depuis plus de 15 ans. Le 16 juillet 2018, vers 16h, 16h30, Luis Miguel Grillo quitte son domicile pour une séance d'entraînement à vélo. C'est la dernière fois qu'on va l'apercevoir. La soirée passe, aucun appel, aucun message. Et c'est à ce moment-là que Rosa, sa femme, commence à s'inquiéter. Le lendemain, devant l'absence persistante de Luis, Rosa signale sa disparition aux autorités. Des pistes cyclables, des chemins forestiers, des routes de campagne sont passées au peigne fin dans la région. Mais un premier détail commence à intriguer les enquêteurs. Le vélo de Luis, avec lequel il était censé être parti s'entraîner, est retrouvé, dans le garage. Aucun témoin ne l'a vu sortir de la maison, et son téléphone, il a été éteint dès le lendemain. Puis a mystérieusement été réallumé et localisé, à quelques kilomètres du domicile. Les enquêteurs sont de plus en plus perplexes. La version de Rosa Grillo ne tient pas. Est-ce que ce serait la femme en plus? Ce qui est bizarre, c'est le vélo qui est dans le garage. C'est très bizarre. Malgré cela, Rosa maintient sa version.
Son mari a quitté la maison et n'aurait plus jamais donné signe de vie. 24 août 2018, l'affaire prend un autre tournant. Un promeneur découvre un cadavre dans un terrain boisé, à plus de 130 km du domicile de Louis. Le corps est en état de décomposition avancée, dissimulé sous des broussailles. Il est nu, enroulé dans une couverture, la tête recouverte d'un sac plastique, attaché avec du ruban adhésif et une corde. Il s'agit bien de Louis Griot, tué d'une balle en pleine tête. Les policiers relient plusieurs éléments troublants. L'absence de sortie réelle le jour de la supposée disparition, puis les incohérences dans le discours de sa femme, et la tentative de dissimulation du crime. Et surtout, une relation extra-conjugale entre Rosa et un autre homme, Antonio Joaquim. Les messages retrouvés entre elle et son amant ne laissent aucun doute. Il y avait bien une planification, une coordination, une volonté d'éliminer Louis. Le meurtre aurait eu lieu dans la nuit du 15 au 16 juillet 2018, dans la maison même du couple. Louis aurait été abattu pendant son sommeil par Antonio Joaquim. Rosa aurait aidé à dissimuler le corps, à détruire les preuves. Ensemble, ils auraient transporté le cadavre jusqu'à un lieu isolé où ils l'auraient abandonné, pensant que la nature ferait disparaître les derniers indices. Pourquoi tout nu? C'est bizarre. En plus, ils ont vraiment cru que la nature allait le faire disparaître son corps. Faut vraiment pas faire confiance à n'importe qui, hein. Même à ton mec, ta meuf, ton mari, ta femme, tu peux pas leur faire confiance. Rosa Griot est donc arrêtée, et Antonio Joaquim est arrêté quelques temps plus tard, pour crime et profanation de cadavre. Et le mobile? Un mélange subtil d'adultère, de cupidité et de manipulation. Rosa espérait toucher l'assurance vie de son mari, qui s'élevait à un peu plus de 500 000 euros. Tout ça pour toucher une assurance vie. Elle affirme que son mari a été tué par des truands angolais, à qui il aurait vendu des armes. Elle sera reconnue coupable d'homicide qualifié en mars 2020 et condamnée à 25 ans de prison. Antonio Joaquim, lui, sera acquitté de l'accusation de meurtre, mais condamné à 2 ans de prison avec sursis pour détention illégale d'armes. Une simple disparition mystérieuse s'est révélée être l'un des crimes les plus choquants de l'histoire judiciaire portugaise récente. Un mari trahi, tué froidement dans son sommeil, un crime prémédité, maquillé, presque réussi, et au centre, un triangle amoureux meurtrier, dissimulé derrière une apparente vie de famille normale. Concernant cette première affaire, j'avais déjà entendu parler, surtout par rapport à la tête décapitée qui est en musée. Je la connaissais déjà. Alors le nom, il me disait pas grand-chose, mais directement l'image du meurtrier, j'ai directement reconnu. Mais c'est quand même dingue comment la tête, elle est bien conservée dans le bocal. Et ben concernant cette deuxième affaire, ben je me rappelle pas. Je ne m'en rappelle absolument pas. Et pourtant, c'était il y a 10 ans. Donc, il n'y a pas non plus si longtemps que ça. C'est horrible. Le traumatisme qu'il y a dû y avoir. C'est quand même impressionnant, le corps humain, le cerveau, comment il peut se mettre en capacité de survie comme ça, de toujours quand même avoir cette force de pouvoir traîner jusqu'à une route pour qu'on te vienne en aide. C'est quand même choquant, mais ça se voit qu'il n'a aucun regret. Et bah, cette troisième affaire, bah, c'était aussi choquant que les autres en vrai. Tout ça pour toucher l'argent de l'assurance vie. 500 000 euros. C'est quand même grave à quel point les personnes sont prêtes à aller juste pour avoir de l'argent. Ben, ça prouve en tout cas que tu peux faire confiance à personne. Bon, après, elle aussi, elle se dire qu'elle va abandonner le corps no meio do mato. Je sais pas, elle a pensé quoi que c'était, il y aurait eu quand même des ossements. Et ben, ces 3 affaires, c'était quelque chose. Donc voilà, cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. J'espère en tout cas que j'ai pu vous faire découvrir à travers cette vidéo des nouvelles affaires qui ont pu se passer ici au Portugal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye!